Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Delphine Courvoisier, je suis professeure à la faculté. Avec ma collègue, la docteure Aline Mendes, nous sommes co-responsables des mémoires de master en médecine. Je vais vous faire une présentation du processus et donner quelques conseils pratiques. Vous avez ici nos coordonnées ainsi que les coordonnées de la personne du secrétariat qui est responsable de ces mémoires, Lisa de Botton. Alors, donc après le bachelor, vous commencez le master. En 6e année, vous aurez le diplôme fédéral de médecin. Le master nécessite un travail de mémoire qui vaut 15 crédits ECTS, qui correspond grosso modo à 400 heures de travail individuel. Vous avez un Moodle qui vous donne plus d'informations, ainsi que le site internet qui présente entre autres les dates butoirs et toutes sortes d'informations aussi, par exemple, sur comment vos travaux sont évalués. Donc, le but de ce travail de master, c'est que l'étudiante ou l'étudiant doit montrer une capacité à analyser de manière critique une question relative à la santé ou à la médecine et à communiquer de manière claire et efficace sur un sujet médical. C'est un peu le début de publication scientifique, voire une publication scientifique en tant que telle, comme plusieurs mémoires mènent à des publications. Alors, il y a de nombreux types de mémoires. On peut en tout cas les catégoriser en deux grandes catégories. Ça peut être une étude de cas, une revue de documents, y inclut une méta-analyse, ou une recherche avec une récolte de données associée. Et puis, ça peut toucher plein de domaines qui sont plus ou moins directement de la médecine, donc médecine fondamentale, clinique, santé publique, santé internationale, qualité et sécurité des soins, mais aussi économie et management, habituellement dans le domaine de la santé, droit médical et éthique, informatique médicale, éducation, histoire et sciences sociales, et les medical humanities qui vont inclure de nombreux sujets comme la philosophie, l'éthique, l'histoire, etc. Dans les sciences sociales, on inclut aussi de nombreuses sciences sociales. On en cite quelques-unes comme l'anthropologie, la sociologie et la psychologie. Il y en a d'autres. Donc, en pratique, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous pouvez faire le travail seul ou à deux. L'avantage de faire seul, c'est d'être plus indépendant et d'avoir peut-être une vision de quasiment tous les aspects de la recherche. À deux, eh bien, on apprend à collaborer. Ça correspond d'ailleurs un peu mieux à ce qui se fait plus tard. Par contre, et le projet peut être plus ambitieux, vu qu'il y a plus de force de travail. Évidemment, on attend plus d'un binôme que d'un étudiant qui est seul. Ça va impliquer aussi une planification et une répartition des tâches qui est peut-être plus réfléchie. Et ça vaut la peine, si vous êtes à deux, de valoriser la collaboration. Par exemple, une méta-analyse demande une double sélection des articles sur la base souvent du titre et de l'abstract, et c'est quelque chose que visiblement on ne peut pas faire seul. Donc, ça permet aussi d'avoir des compétences différentes qui sont amenées, et puis, je le précise déjà, c'est très important de documenter qui a fait quelle tâche. Parce que c'est quelque chose que dans tous les cas, en fait, même si vous faites seul, c'est quelque chose que vous devez documenter. Parce que même quand vous dites que vous faites seul, la réalité, c'est qu'il y a d'autres gens qui ont participé, que ce soit votre superviseur ou superviseuse, que ce soit des collègues ou éventuellement des consultants. Donc, chaque travail est encadré par une personne ou deux, qui sont donc le directeur ou la directrice de mémoire, et qui proposent des sujets. Ces sujets sont ensuite accessibles sur Internet, et le choix se fait par accord mutuel, le deadline étant au 31 octobre. Donc en fait, vous allez choisir des sujets qui vous intéressent, prendre contact avec les personnes qui l'ont proposé, et si le contact se passe bien, la directrice, par exemple, est intéressée, vous confirmez que vous êtes intéressé, alors le ou la directrice va confirmer l'inscription via Internet et ça rendra son projet non disponible pour d'autres. À ce moment-là, normalement, c'est réglé aussi, vous arrêtez de chercher, vous prévenez les autres
directeur ou directrice que vous aviez contacté que vous n'êtes plus disponible. Et assez vite, ça se termine idéalement donc avant le 31 octobre. À noter que si vous voyez rien qui vous intéresse, ou plus probablement si vous avez des intérêts déjà affirmés et que vous avez des idées bien précises, vous pouvez susciter des vocations de directeur ou directrice de mémoire en contactant des membres de la faculté. Donc concrètement, ça ressemblera à ça sur le site internet. Vous avez donc ce site où vous pouvez voir ici toute une série de directeurs-directrices avec les titres de leurs projets. Et quand vous cliquez dessus, vous avez un résumé d'environ 300 mots qui va décrire la recherche et ce qui est attendu de vous, ce que vous allez faire. En détail, ça va ressembler à ça. Donc là, par exemple, c'est un projet de médecine communautaire qui est l'acné comme porte d'entrée vers le médecin de premier recours. Vous voyez la période, le département et de nouveau la personne de référence avec un moyen de la joindre. Donc la fonction de directeur ou directrice de mémoire, c'est soit un membre du corps professoral enseignant de la faculté, ça peut être un médecin adjoint qui enseigne mais qui n'est pas membre du corps professoral. Donc. Cette personne va aider l'étudiante ou l'étudiant à choisir un thème de mémoire, à organiser son travail et à apprendre de nouvelles compétences de recherche habituellement, et puis aussi de structurer et de rédiger le mémoire. Donc ça, c'est la partie soutien, supervision. Ensuite, il y a une partie évaluation qui va évaluer le mémoire de son étudiant, étudiante ou de la paire, donc du duo étudiante qu'il supervise. Et il va aussi évaluer un autre mémoire qu'il ou elle n'a pas supervisé donc. Et l'idée, c'est que comme ça permet d'avoir une double évaluation du travail. Le temps investi par ces directeurs et directrices, c'est considéré comme étant 30 heures d'enseignement pré-grade. C'est-à-dire, comparativement au fait que vous êtes censé fournir 400 heures, finalement relativement peu. D'où l'idée qu'on va discuter de comment vous pouvez au mieux utiliser leur temps. Donc, si on résume, votre directeur ou directrice de mémoire veut que vous réussissiez et vous aidera dans la mesure de son temps, d'autant plus que vous allez montrer un investissement personnel. Mais ce sont habituellement des personnes très occupées qui, eux, n'ont jamais écrit de mémoire en médecine et qui peuvent avoir une mémoire, on va dire, un peu défaillante liée à beaucoup d'autres supervisions et d'autres projets. Il y a aussi une tendance à peut-être surestimer vos capacités ou vos connaissances et aussi le temps dont vous disposez. Donc, c'est très important de bien clarifier ce qui est attendu et ce que vous pouvez fournir. Alors, comment on gère, on va dire? Donc, il faut discuter dès le début avec votre directeur ou directrice de la manière de travailler, en particulier les rythmes des rendez-vous, le but étant de les fixer à l'avance. Une solution, c'est d'envoyer des invitations de calendrier, ce qui permet d'être plus sûr que la personne sera effectivement disponible et présente. De décider si c'est des rencontres en physique versus des emails, de nouveau à quelle fréquence, et de fournir aussi un calendrier de livrables, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devez rendre à quel moment. Typiquement, une première revue de la littérature pour dans 2 mois. Et vous pouvez régulièrement lui rappeler l'objectif du mémoire, quels sont les critères d'évaluation, qui sont donc disponibles sur le site internet, et aussi le calendrier facultaire, c'est-à-dire tous les deadlines où à ce moment-là, vous devez rendre quelque chose. Je vous encourage aussi à faire un PV après chaque rendez-vous qui permet de garder vraiment qu'est-ce qui a été décidé. La finalisation du projet, vous avez donc avant Noël 2025 à déposer un protocole qui fait environ 300 mots avec, je vous ai mis la structure ici, en particulier à ne pas oublier dans les mots-clés la spécialité médicale
maximum 2, que j'avais présenté donc, sur le tableau de la page 4. Le type de mémoire, les objectifs scientifiques ou la question de recherche et les méthodes qui sont prévues. Est-ce que c'est une analyse de données déjà existantes? Est-ce qu'il y a une récolte de données? Est-ce que c'est une méta-analyse? Etc. Ça devrait faire maximum 1 page en format PDF. Et donc ça va ressembler typiquement à ça. Vous voyez étudiant, tuteur, titre, le type de mémoire, objectif, quelques informations sur l'état de la question et les méthodes prévues. Alors, vous avez du temps réservé le vendredi après-midi en 4e et en 5e année et vous aurez une période de 4 semaines à plein temps, habituellement vers le printemps, donc vers la fin, printemps 2027. La réédition est prévue pour fin mai 2027. Donc, ces informations, elles sont disponibles, enfin la liste de toutes les dates importantes sont disponibles. Je vous ai remis le lien ici, mais de nouveau, si vous allez sur les travaux de master, il y a toute une série de choses, mais ça vaut la peine d'en prendre connaissance. L'objectif du mémoire et de la présentation que vous devrez aussi rendre, donc le mémoire, il devrait avoir une formulation précise et spécifique, donc un objectif de recherche ou une revue de littérature. Par exemple, il faut justement que ce soit clair quelle est la population concernée, quelle est la variable dépendante, etc. Le plus simple est d'utiliser un système type PICO que vous avez déjà vu en cours. Le but, c'est que ça vous permette de faire une contribution personnelle qui soit originale. C'est pas juste, par exemple, récolter des données pour la recherche de quelqu'un d'autre. Et cette étude doit faire progresser les connaissances. C'est pas uniquement, par exemple, traiter des patients avec une méthode qui est déjà connue. En plus du mémoire, vous aurez une présentation de 15 minutes qui sera faite devant votre binôme, donc de votre directeur ou directrice, et du deuxième évaluateur qui sera aussi inclus. Les problèmes courants, c'est des objectifs qui sont trop vagues ou trop vastes, une des formulations descriptives, parfois même tautologiques, du type notre projet c'était de faire l'étude qu'on avait prévu de faire. Parfois c'est l'inverse, il y a trop de sous-questions qui sont divergentes, donc ça vise vraiment à faire trop de choses. Ça peut aussi être trop difficile. Vous allez modéliser tout le système sanguin du corps humain, des choses qui sont énormes. Et ça peut éventuellement être pas assez original. Donc, type de mémoire à éviter, un survol, mais qui ne permettra pas de mettre une contribution critique personnelle, donc un survol très global, qui ne permet pas de faire quelque chose du type une revue de littérature en profondeur. Une étude clinique, au contraire, très pointue, qui prendrait 3 ans à un chercheur chevronné, avec il faut chercher les fonds, faire une commission d'éthique, c'est une étude multicentrique, il faut aller sur les sites, où on voit bien que dès le début, que ça va être très difficile. Et enfin, des travaux qui sont donc trop opérationnels, uniquement de la récolte de données ou des manipulations de laboratoire. Donc l'idée, le problème, c'est le fait que ce soit uniquement ça. De participer à des manipulations de laboratoire ou à des récoltes de données, c'est très bien. Ensuite, c'est un des premiers travaux où vraiment vous êtes très indépendant sur une assez longue période. Donc il faut estimer à quel point vous êtes autonome, et ça c'est super, versus vous n'êtes pas assez suivi. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'instructions détaillées avec des étapes pas à pas, même s'il y a quelques livrables. Mais donc l'idée c'est que vous devez chercher des solutions à des problèmes, lire un peu de la littérature, vous former vous-même, mais vous devez aussi obtenir une validation de votre directeur ou votre directrice. En gros, si vous vous sentez un petit peu lâché et que c'est un petit peu, il y a un petit peu beaucoup tout d'un coup de décisions à prendre, jusque-là c'est normal. Si pendant 2 mois vous n'avez aucune réponse à des emails répétés et extrêmement polis tout du long, il est temps de contacter la conseillère aux études et les responsables des mémoires de master pour avoir des nouvelles.
et pour informer de la situation. Au niveau de l'organisation, quelques conseils un peu de base. Faites un plan avec les étapes clés, livrables, mais aussi les ressources dont vous avez besoin et mettez-le à jour régulièrement. Faites un calendrier. Prévoyez des retards, c'est-à-dire faites pas un calendrier trop serré où s'il y a la moindre chose qui ne joue pas, ça va vous mettre dans une situation difficile. Travaillez régulièrement. Ne faites pas de rien faire pendant un an et d'espérer que ça pourra marcher sur la fin. C'est à la fois désagréable et vous risquez de rendre un travail dont vous ne serez pas particulièrement content, ce qui est toujours un peu dommage. C'est aussi la première opportunité de vraiment rencontrer des professeurs de l'Uni qui plus tard pourront peut-être vous accueillir dans leur service ou vous proposer des recherches plus complètes. Donc, visez à obtenir un feedback assez régulier du directeur ou de la directrice. Et en tout cas, la première version du mémoire devrait être finie début mai, parce que vous devez laisser une chance à votre directeur ou directrice de rendre des corrections et que vous ayez le temps de les implémenter. Alors, voici un exemple de calendrier. On peut simplement le faire comme ça. Ici, vous voyez que vous commencez à faire le texte de l'introduction. Vous mettez une date prévue et aussi la date réalisée, ce qui vous permet de voir à quel point vous êtes un peu trop optimiste peut-être au début. Une revue de littérature, la méthode, vous écrivez le protocole ou vous participez à écrire le protocole pour la commission d'éthique. Vous pensiez avoir l'accord de la commission d'éthique un mois plus tard, mais vous constatez qu'en fait, dans ce cas précis par exemple, ça a pris plutôt 2 mois, donc c'est pour ça vraiment comptez que c'est important de considérer des délais parce que tout n'est pas sous votre contrôle. Et vous voyez aussi que sont indiqués les rendez-vous en gras et vous pouvez déjà mettre des dates. Une autre possibilité, si vous aimez faire des plannings et ou que vous travaillez à plusieurs, et donc c'est particulièrement important de se mettre ensemble, il existe, donc là je vous ai donné un exemple qui vient de Excel, sur ces systèmes qui s'appellent des Gantt charts, qui sont simplement en fait la même chose, mais vous voyez la période sur laquelle vous travaillez sur telle ou telle activité. Ça vous permet aussi de voir quelles tâches vous pouvez faire en parallèle, plusieurs tâches en même temps, et quelles tâches doivent être séquentielles. Typiquement, vous ne pouvez pas faire les analyses de données avant d'avoir récolté les données, mais vous pouvez très bien faire la revue de littérature, écrire l'intro et récolter certaines données en même temps. Disons, durant le même mois. Les retards et délais, donc certains d'entre vous vont certainement en avoir. Il y a 2 types de retards. Il y en a un, ce serait pour des motifs indépendants de votre volonté. Par exemple, vous avez des problèmes de santé, il y a eu un décès dans la famille, etc. Vous devez informer rapidement votre directeur et directrice de mémoire et la conseillère aux études. Vous documentez le problème, par exemple, avec un certificat médical. Si vous avez besoin d'un délai, vous faites une demande écrite avec copie au secrétariat et vous ne serez pas pénalisé, on vous indiquera la nouvelle date et voilà. Le retard banal parce que il y a eu des problèmes d'organisation, vous êtes surchargé, vous avez beaucoup d'examens, c'est pareil, le délai vous sera accordé. La date vraiment finale, c'est le 30 septembre. Et votre note, qui est donc une note indicative, mais elle sera réduite d'1 point. Pourquoi c'est important? Parce que cette note indicative, si vous obteniez par exemple 4,5 et qu'elle est réduite d'1 point, ça pourrait tout d'un coup faire que vous êtes en dessous de la limite et que vous n'obtenez pas la note acquise de ce mémoire de master. Donc, je change de sujet en parlant des règles à observer. Le secret de fonction, comme tout stagiaire, vous risquez de voir des données confidentielles et vous êtes tenu au secret. S'il y a besoin d'une demande d'autorisation à la commission d'éthique, vous devez d'abord faire cette demande. Et en fait, c'est le directeur ou la directrice de mémoire qui doit être le ou la requérante principale. Au niveau du plagiat, vous avez déjà
certainement été voir ce site. Néanmoins, il a beaucoup d'autres informations. Donc ça vaut la peine d'y retourner y faire un tour. Il y a une vérification de chaque texte de mémoire par un logiciel de détection. Et donc sur la forme, vous devez écrire votre propre texte. Et quand vous utilisez des verbatims, donc des citations exactes de texte, c'est tout à fait acceptable, mais dans ce cas-là, vous devez donner la source exacte, dont le numéro de page. Sur le fond, le but, en fait, c'est de citer les sources, et le problème, c'est que des fois, on oublie ces sources avant d'oublier le contenu, ce qu'on appelle l'amnésie de citation. Donc, c'est vraiment important, quand vous vous intéressez, quand vous faites des lectures, de noter d'où ça vient, de manière à ne pas faire du plagiat, sans le faire exprès, mais c'est quand même du plagiat. Donc, votre but, c'est donc de faire une contribution personnelle, et évidemment, cela implique de non pas seulement prendre les informations d'ailleurs, mais les mettre ensemble d'une manière pertinente. Donc, les citations, vous avez un guide, je vous remets le site. L'idée, c'est de séparer ce qui est connu de ce qui est nouveau et de reconnaître le travail des personnes précédentes. Ça permet aussi de vérifier aux lecteurs et lectrices l'exactitude des affirmations et de montrer qu'on connaît les travaux pertinents. Habituellement, donc, on cite les idées, modèles, hypothèses, théories, les résultats, ainsi que des textes ou phrases exactes. Et par contre, on peut ne pas citer quand c'est des connaissances qui sont extrêmement générales et de connaissances, oui, qui sont connues. Si vous avez un doute, mieux vaut citer un petit peu plus. Vous pouvez bien sûr demander aussi à votre directeur ou directrice. Alors, actuellement, un sujet qui est important aussi, c'est l'intelligence artificielle. Il y a des recommandations, je vous ai mis le lien. Il y a aussi un e-learning sur le sujet. Et il y a une déclaration d'intégrité à signer qui, justement, va vous permettre de dire je m'engage à utiliser l'IA de manière responsable et à indiquer ce que j'ai fait. Il y a l'idée d'inclure toute utilisation d'intelligence artificielle dans la liste des contributions, celle où vous détaillez ce que vous faites vous, ce que font d'autres humains, et aussi ce que font éventuellement des intelligences artificielles. Donc voilà, vous voyez qu'il y a un site sur le sujet. Ensuite, au niveau du mémoire, il doit ressembler à un article destiné à être publié dans une revue médicale. D'autres formats peuvent être acceptés, en gros, si le tuteur ou la tutrice sont d'accord. La longueur, elle est entre 2500 et 3500 mots. Donc ça va ressembler à ça. Voici chacun de ces bullet points doit être présent. Donc, il doit y avoir un titre, il doit y avoir votre nom, il doit y avoir l'information que c'est un mémoire de master, sous la direction de nouveau les noms, une date, un remerciement dans lequel vous allez inclure d'éventuels soutiens financiers. Si vous n'avez pas de remerciement à faire, il faut mettre la tête de chapitre et dire que vous ne remerciez personne. Les conflits d'intérêts éventuels, pareil, mettez explicitement pas de conflit d'intérêts plutôt que de juste dire puisque j'en ai pas, je mets rien. La description des contributions, comme indiqué, et les mots-clés. Alors, ce sera peut-être les mêmes mots-clés que dans votre protocole, mais des fois, les projets ont évolué, donc c'est normal de remettre des mots-clés. Vous avez ensuite un résumé qui doit faire moins de 300 mots. Donc là, je vous donne un exemple de contribution. Donc, AB a conçu l'étude et supervise le projet. CD, EF ont collecté les données et vérifié la qualité des entrées de données. CD, GH ont analysé les données sous la supervision de IJ. CD a écrit le mémoire, donc CD c'était dans ce cas précis l'étudiant. L'intelligence artificielle a été utilisée pour proposer de la littérature scientifique, et là on précise quelle intelligence artificielle, trouver les codes pour les analyses statistiques et pour améliorer la lisibilité du mémoire. Et vous allez ensuite indiquer les prompts exacts que vous avez utilisés. Donc il faut juste penser à les sauver dans votre journal de recherche, et comme ça, ce sera facile de les rajouter dans votre mémoire.
Voilà, donc pareil, les grandes têtes de chapitre à respecter. Et ensuite, vous aurez une courte présentation. L'idée, c'est de présenter les points clés du mémoire, mais aussi votre expérience sur le processus d'avoir fait cette recherche qui va quand même durer sur quasiment 2 ans. Et là, vous pourrez expliquer de manière peut-être un peu moins formelle votre contribution personnelle et qu'est-ce que vous avez appris en fait. Ce sera uniquement en présence donc de vous, votre mémoire, l'autre étudiant qui est aussi évalué et les directeurs ou directrices des 2 mémoires. Donc, ça peut être plus si vous êtes en fait un binôme, ça peut être plus si vous avez plusieurs directeurs de mémoire pour le même travail, mais dans l'ensemble, habituellement, il y aura 4 personnes. Et ce sera quand ? Ce sera entre début mai, donc quand vous êtes en train de finaliser le mémoire, et la date de remise de la première évaluation que vous trouvez sur le site internet. Au niveau de la conformité des mémoires, nous, on va checker donc 10 critères, la page de couverture comme on a discuté, le fait qu'il y ait un résumé qui n'est pas trop long, la longueur totale du texte principal. Dans les cas où c'est un travail qualitatif ou littéraire qui nécessite souvent plus de mots, vous pouvez monter jusqu'à 4500, mais pas plus. Et c'est indépendant du nombre de personnes. Donc même si vous êtes 2 étudiants, ça ne veut pas dire que vous avez droit à 2 fois plus de mots. Ensuite, donc, l'introduction qui doit justifier le thème choisi, les objectifs, la démarche employée ou la méthode, les résultats obtenus, la mise en perspective de ces résultats, une bibliographie dans un format standard. Si vous ne savez pas encore utiliser un système de gestion des références, la bibliothèque offre des formations très, très faciles et très bien faites. Et puis donc la description des contributions personnelles. Et tout ça, c'est garanti par le ou la directrice de mémoire. Ces personnes vont donc évaluer votre mémoire selon 7 critères que vous trouvez ici et qui sont donc de nouveau sur le site internet. En gros, des objectifs clairs, une méthode bien décrite, une recherche de littérature qui soit pertinente et récente, des résultats complets, une discussion critique qui va rappeler les résultats et les mettre en perspective avec les autres connaissances existantes, et nécessairement les limitations, comme toute étude a ses propres limitations. L'ensemble doit avoir une présentation claire avec une écriture qui soit concise et agréable à lire. Et puis, il y a un point spécial pour l'abstract, donc ce résumé de 300 mots au début, qui est particulièrement important parce que ça arrive quand même souvent que les gens lisent presque que ça et passent un peu vite sur le reste du texte. Donc il y a donc cette note indicative qui est faite par le ou la directrice de mémoire, qui va être basée à la fois sur le mémoire et sur la présentation. Et la décision, c'est soit c'est accepté, c'est bon, il y a besoin de révision, majeure ou mineure. Si c'est accepté, il faut une note donc entre 4 et 6. S'il y a des révisions, eh bien, vous allez pouvoir resoumettre 2 fois en tout pour obtenir une note suffisante. Si, pour une raison ou pour une autre, ça ne suffit toujours pas, il peut y avoir un échec. Et comme je vous le disais, si vous rendez en retard et que vous avez un point de moins, quelque chose qui aurait été suffisant pourrait devenir un échec avec un point de moins. S'il y a des désaccords ou si vous voulez faire remonter un désaccord, eh bien, il y aura un arbitrage par le comité du mémoire de master. Alors, tout à la fin, vous pouvez postuler pour le prix du meilleur mémoire de master. Ça vous sera annoncé dans la période en 2027. Faut le faire en accord avec votre directeur ou directrice. Aline et moi allons sélectionner 15 mémoires, 5 par domaine, qui seront transmis à la commission des prix, et c'est eux qui vont sélectionner plus en détail, parmi ceux-là, le meilleur prix, le meilleur master qui recevra le prix dans chacun des domaines. Les critères sont ici. Vous voyez qu'il y en a 3 qui sont éliminatoires. Le mémoire, il doit être conforme et rendu dans les temps, pas de mémoire en retard. Et la note informative qui est fournie vaut au moins 5,5. Au niveau de
des cours qui peuvent vous soutenir. Il y a un cours qui a été donné de démarche scientifique et méthode de recherche. Il est en ligne et il attirait habituellement relativement peu d'étudiants et surtout il changeait peu puisque c'est une introduction et donc il va probablement être uniquement donné en ligne. Vous avez déjà le lien. C'est encore un peu en discussion et vous serez tenu au courant s'il y a un nouveau cours qui est fait ou si on fournit uniquement la vidéo. Donc ça correspond à 3 plages de 45 minutes. Voilà. Comme je vous le disais, c'est un enregistrement parce qu'il y a eu un petit problème technique. J'avais répondu à des questions sur place. Ici, je ne peux pas le faire puisque c'est un enregistrement. Je vous laisse nous contacter avec les emails de référence qui avaient été donnés sur la première page si vous avez des questions. Et j'espère que cet enregistrement vous sera utile. Merci.